Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est une belle journée ensoleillée pour parler de revenus de base. Alors, c'est un des derniers événements de la Semaine internationale de revenus de base. Alors, il y a des événements à travers le monde, dans je ne sais pas combien de pays, où on milite et on demande un revenu de base pour tous les membres. Oui, OK. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Laurence Dubuc et je suis une chercheure en relations industrielles à l'Université de Montréal où j'étudie les conditions socio-économiques des artistes et puis les pistes institutionnelles d'amélioration du travail d'artistes et de leurs conditions de vie. J'ai été recrutée par le Ontario Basic Income Network au début de l'été, en fait, pour participer à l'organisation de la campagne en faveur d'un revenu minimum garanti. Et donc, c'est à travers ces activités-là que j'ai rencontré Claudia Leduc de Revenu de base Québec. Et donc, je la remercie de m'avoir invitée à parler aujourd'hui pour parler plus spécifiquement des enjeux qui touchent les communautés artistiques. C'était pas quelque chose qui était prévu, mais en fait, suite à l'appel que j'ai lancé sur Facebook cette semaine, il y a eu vraiment un niveau d'engouement tellement important des communautés artistiques que Claudia donc m'a invitée à dire quelques mots aujourd'hui. Donc, j'ai un statement que j'ai préparé, mais je vais terminer aussi en lisant des témoignages d'artistes qui m'ont expliqué, dans le fond, comment est-ce qu'un revenu minimum garanti, ça pourrait participer à transformer leur vie. Donc, je pense que c'est très important pour moi de prêter ma voix à ces artistes-là parce que c'est vraiment fort de leur témoignage, puis vraiment animé par leur désir, et le mien d'ailleurs, de participer à forger une société plus égalitaire, que je me présente donc devant vous aujourd'hui. Donc, évidemment, on parle beaucoup de la question du revenu minimum garanti depuis la crise de la COVID, c'est-à-dire depuis que des millions de Canadiens et Canadiennes ont perdu leur emploi ou ont vu leurs heures de travail être drastiquement réduites, ce qui a entraîné la perte d'une partie ou de la totalité de leurs revenus. Tout le monde, sans exception, a subi les contre-coups de la pandémie d'une manière ou d'une autre, mais certaines personnes dans nos sociétés occidentales modernes sont beaucoup plus vulnérables que d'autres. Et je parle ici, bien sûr, des personnes noires, des personnes racisées, des personnes autochtones, des personnes LGBTQ2+, des femmes, ainsi que des personnes qui s'identifient à un ou plusieurs de ces groupes. Je parle aussi des travailleurs autonomes, cette catégorie de main-d'œuvre en très forte croissance depuis des décennies, que notre système national de protection sociale au Canada continue pourtant de laisser de côté en laissant les formes de protection qu'il confère via les grandes lois du travail aux travailleurs qui sont salariés. La configuration de notre système actuel est profondément dépassée. On ne peut ignorer son incapacité à assurer la protection des citoyens et des citoyennes face aux aléas de la vie ainsi qu'aux grandes crises sociales et économiques. Je pense qu'il est plus que temps de se mobiliser pour exiger des changements et j'irais même jusqu'à dire des changements qui sont radicaux. Au Québec, les artistes professionnels sont assimilés par nos lois du travail, par nos lois sur le statut de l'artiste, à des travailleurs qui sont autonomes. Donc, quand la COVID-19 a atteint le Canada, les artistes ont vu leur contrat de travail être annulé, être repoussés de plusieurs mois, et plusieurs d'entre eux et elles ont également perdu leurs emplois secondaires dont ils ont grandement besoin, qui s'effectuent aussi souvent à contrat ou dans certaines industries qui sont particulièrement touchées par la COVID, dont l'industrie du service. Selon l'enquête I Lost My Gig Canada, qui est menée par l'organisme Artspond Étendard, les artistes et les travailleurs indépendants, c'est en moyenne 35 contrats par tête qui ont été perdus dus à la COVID-19, ce qui équivaut à plus de 25 000 $ par tête en termes de revenus perdus. Inadmissible au régime d'assurance-emploi, les artistes ont été vraiment très nombreux, dans mon entourage du moins, à se tourner vers le programme d'aide temporaire aux travailleurs du Québec, en attendant bien sûr la mise sur pied de la PCU au fédéral. Les données qui portent sur le taux de recours à la PCU pour les communautés artistiques sont vraiment très peu nombreuses. À ma connaissance, il y a seulement les données du Conseil des arts du Canada qui sont sorties et le CAC donc avait réalisé un sondage début avril qui a mis en évidence que 42% des artistes avaient alors demandé ou prévoyaient demander la PCU. En avril, on était vraiment au tout début de la pandémie et je pense qu'il est absolument réaliste de faire l'hypothèse que ce taux a sensiblement augmenté alors que la crise s'est prolongée dans le temps.
De plus, je pense que c'est extrêmement important de souligner que si vous parlez aux artistes dans votre entourage qui ont bénéficié de la PCU, la très grande majorité d'entre eux et elles vont vous dire que très rarement dans leur carrière, ils ont pu compter sur 2 000 $ par mois pendant une période de plusieurs mois consécutifs. Avec 2 000 $ par mois imposables, on surfe dangereusement près, comme vous savez, du seuil de faible revenu au Québec. C'est pas normal que l'accès à un revenu dont la décence est par ailleurs discutable ne soit pas garanti dans nos sociétés modernes, particulièrement à la lumière de nos chartes des droits et libertés qui consacrent le droit à la dignité comme un droit fondamental. Les artistes sont malheureusement souvent dépeints comme des personnes oisives qui vivent aux dépens du système parce qu'on bénéficie au Canada d'un niveau de support étatique qui est assez extraordinaire à travers le monde. A-t-on oublié que ce système institutionnel de support des arts et de la culture, il constitue un choix de société dont on devrait être particulièrement fier, même si, évidemment, il est possible de reconnaître qu'il comprend d'importantes limites et faiblesses. C'est pas possible pour un artiste toute sa vie de vivre de bourses pour plein de raisons qui vont de l'augmentation de la demande à celle-ci à leur montant, jusqu'au fait que, de manière générale, le monde de l'art supporte généralement beaucoup mieux les artistes émergents que les artistes qui sont plus âgés, les artistes femmes étant plus souvent pénalisés que les hommes. Qui, pendant la pandémie et le confinement, n'a pas largement consommé les biens et services qui sont les produits du travail artistique pour les aider à passer à travers cette période particulièrement sombre. La posture qui dépeint les artistes comme des personnes oisives, ça relève vraiment d'un niveau d'hypocrisie que je trouve franchement impressionnant et impressionnant dans le mauvais sens du terme, vous aurez compris. Il est vraiment grand temps que ça cesse puis qu'on s'intéresse collectivement aux conditions de pratique de nos artistes et travailleurs culturels. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous êtes un artiste ou un travailleur culturel? C'est beaucoup de gens. Merci d'être venus. Donc, on parle beaucoup du revenu minimum garanti depuis la crise de la COVID, dans les médias notamment, et je pense que c'est vraiment là un succès majeur dont on peut largement se réjouir. Je pense que c'est aussi réaliste de penser qu'on aura réussi à communiquer une information pertinente et nécessaire à des pans de la population qui ne connaissaient pas le RMG, le revenu minimum garanti, et qui sont probablement d'ailleurs les pans de la population qui en ont le plus besoin. Par contre, dans les communautés artistiques, le revenu minimum garanti est connu depuis très longtemps. Le travail d'artiste qui mêle des activités de recherche, de réflexion, de création, de production, de diffusion, d'autopromotion, relève de conditions qui sont vraiment particulières puis qui font en sorte qu'un RMG constitue un outil particulièrement prometteur pour le soutenir. Le travail d'artiste se compose majoritairement d'activités qui sont non rémunérées, ce qui amène les artistes à devoir cumuler les emplois pour pouvoir subvenir à leurs besoins. J'en ai déjà parlé jeudi si vous avez assisté au panel qui discutait donc du revenu minimum garanti dans le milieu culturel. Mais la culture du burn-out qui sévit dans le milieu est bien connue et elle est particulièrement préoccupante. Les conditions du travail artistique, mais aussi les conditions dans lesquelles les organismes artistiques doivent aujourd'hui composer dans un monde où la course à la subvention est marquée par une forte augmentation de la compétition, participent à diffuser cette culture-là. La précarité est à la fois individuelle et institutionnelle, puis elle s'inter-influence. Notre système national de protection sociale est brisé, tout comme les sociétés modernes qui font l'apanage du travail salarié et de la croissance économique. Les relations capitalistes menacent le bien-être individuel, le bien-être collectif, puis ils courent à notre perte sur le plan écologique. Il est temps de développer des solutions qui s'inscrivent dans une perspective de changement radical, c'est-à-dire non pas une simple réforme du système actuel, mais bien un processus de destruction, reconstruction d'un nouveau système qui serait fondé sur de nouvelles bases qui protègent et encouragent la formation d'un tissu social fort, cohésif et animé par des valeurs d'égalité et de justice sociale. Un revenu minimum garanti permettrait de valoriser le travail d'artiste, tout comme il permettrait de valoriser le travail domestique, le travail de soins, les activités socialement utiles, la formation et l'engagement civique. Et je conclurai donc mon témoignage en prêtant ma voix à donc des artistes et des travailleurs culturels qui m'ont fait parvenir leur témoignage. J'ai Daniel Robinson, qui est réalisateur, qui dit « Je dois créer pour être reconnu en tant qu'artiste, mais je dois travailler pour vivre. Être un artiste professionnel demande du temps, des efforts, de l'équipement spécialisé qui est coûteux, une équipe, mais je suis forcée à le faire à mes frais et à mes heures pour espérer atteindre une reconnaissance suffisante du milieu. Et là, on ne parle pas encore de diffusion, distribution et d'un public. » Elisabeth Étienne, qui est comédienne, j'ai lu son témoignage jeudi aussi, donc désolée pour les gens qui assistent deux fois.
mais c'est un témoignage que je trouve particulièrement émouvant. Elle dit « Je suis comédienne et mère monoparentale. Ces deux expressions collent de plus en plus difficilement ensemble. Un revenu minimum garanti permettrait aussi à toute personne ayant des aptitudes pour un champ artistique, non pas seulement à celles privilégiées économiquement, d'envisager une carrière professionnelle en ce sens. L'art se doit d'être représentatif. Or, comment pourrait-il l'être si nous, artistes, n'avons plus les moyens de le servir? » Benjamin J. Allard, qui est là-bas, dit comme tout travail, la création artistique nécessite de la sécurité, du temps et un ventre plein. Bien des artistes comme moi doivent jongler avec plusieurs postes à temps partiel ou des contrats pour subvenir à leurs besoins tout en se gardant du temps pour créer leurs projets. Un revenu de base permettrait certainement de réduire le nombre d'heures nécessaires pour ce travail alimentaire et faciliterait la transition d'un projet à l'autre. Loin d'être un frein au développement économique, je crois que ce regain de temps se matérialiserait en un élan de créativité, d'innovation et d'engagement citoyen. Et finalement, Guillaume Adjuteur-Provost, qui est là-bas aussi, dit « En tant qu'artiste œuvrant dans le champ des arts visuels, je peux affirmer être entouré de collègues qui sacrifient leur santé physique et mentale dans la création d'œuvres et d'actions, souvent en extension aux questions d'écologie, d'inégalité et de justice sociale. J'aimerais envisager comment le revenu minimum garanti pourrait avoir une incidence positive sur mes conditions de travail indépendant, mais j'ai surtout espoir qu'une telle mesure permettrait à des millions d'individus, en subvenant leurs besoins de base, de recentrer leur attention sur les grands défis du 21e siècle, la crise des inégalités, les crises climatiques et la crise de la démocratie. Merci.